Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. L'AI Act a été adopté le 13 mars dernier par le Parlement européen, une loi qui permet notamment d'encadrer l'usage de l'intelligence artificielle à l'échelle européenne et de protéger les citoyens européens face à certaines dérives. Et en avril dernier, la Maison de l'Europe des Yvelines a organisé une conférence débat autour de la place de l'IA au sein de l'Union européenne. Martha de Cidrac, sénatrice des Yvelines et présidente de la Maison de l'Europe des Yvelines, nous explique où en sont les États membres ainsi que la France sur le sujet. Alors tous les parlements d'ailleurs des États membres de l'Union européenne se sont saisis du sujet de l'intelligence artificielle, puisque comme ça a pu être évoqué pendant toute la soirée, c'est très présent dans notre quotidien de citoyens, d'Européens. Et donc les parlements européens aujourd'hui, nationaux j'entends, n'ont pas de texte, n'ont pas de loi en tant que telle. En revanche, il y a le règlement européen qui vient d'être adopté au sein du Parlement européen. Malgré la législation européenne, le débat reste vif. Certains souhaitent réguler l'IA, d'autres au contraire veulent aller plus vite par crainte d'accumuler une forme de retard technologique. En France, le débat fait également rage. La présidente de la Maison de l'Europe des Yvelines se veut rassurante sur l'objectif de cette loi. Cela a été très bien rappelé également à l'occasion de nos échanges. Nous sommes aujourd'hui en fait dans une époque un petit peu balbutiante autour de l'intelligence artificielle qui a tendance à aller très vite par rapport à notre appréhension d'humain, et je crois qu'à ce titre-là, il est fondamental pour nous, législateurs, donc des différents États membres de l'Union européenne, de se saisir de ce sujet-là pour essayer d'accompagner véritablement cette intelligence artificielle, ce qu'elle donne comme possibilité d'innovation, qui sont fabuleuses, mais aussi avec une forme d'équilibre par rapport à ce qui peut être perçu par certains de nos concitoyens comme une menace pour leur liberté individuelle, pour leur, vie privée. L'IA Act permet de protéger les citoyens européens, mais cela est-il suffisant ? Les États devront-ils, chacun de leur côté, s'investir pour réguler, sécuriser et protéger les citoyens ? Ne faudrait-il pas accompagner ces États membres ? Martha de Cidrac. Je crois qu'en revanche, il est fondamental d'accompagner en réalité le comportement que nos citoyens peuvent avoir, les craintes qu'ils peuvent avoir, et pouvoir leur donner un minimum d'assurance sur l'usage qui peut être fait de leurs données. Que ce soit des données en matière de santé, que ce soit des données en matière de justice, de droit. Et à ce titre-là, il faut que le législateur véritablement rassure. Nous sommes dans une société quand même de défiance aujourd'hui. On voit bien que la moindre photo, je prends l'exemple de la photo, qui apparaît sur un site est sujette à caution. On se demande si elle est vraie, s'il n'a pas été trafiqué, si elle est réelle. Mais au fond, et ça c'est ma conviction profonde, il faut qu'on se pose surtout la question pourquoi certaines photos circulent, pourquoi pas d'autres, etc. Il faut que nous ayons en fait une approche vraiment de fond sur tout ce qui peut concerner l'intelligence artificielle. Elle n'est pas plus dangereuse que n'importe quel outil. Il faut vraiment considérer cela comme un outil qui est mis à notre disposition. À nous d'en faire un excellent usage. Cette loi est une première mondiale concernant l'IA, mais en plus de vouloir encadrer son utilisation, l'Union européenne se doit-elle de sensibiliser et d'éduquer ses citoyens sur le sujet ? Martha de Cidrac. Alors je vais peut-être vous étonner, mais moi je pense que ce n'est pas aux législateurs, ce n'est pas donc à l'Europe, à travers ses différents vecteurs, institutions, d'éduquer le citoyen. Je crois que le citoyen aussi a un rôle. Nous sommes des humains, nous devons réfléchir, nous avons un libre arbitre, et à ce titre-là, je crois que nous avons notre part de responsabilité. Ne l'oublions jamais. En revanche, c'est pourquoi je préfère parler d'accompagnement. Nous devons accompagner véritablement toutes ces révolutions, finalement, quelles qu'elles soient, qui aujourd'hui sont autour de nous et qui nous permettent en fait d'aller plus vite et moi, j'ose espérer, vers un meilleur monde. L'IA serait capable de donner des statistiques sur l'état de santé de certaines personnes. Pourtant, en France, les lois peuvent parfois être discriminantes auprès des personnes âgées notamment, refus de prêts de la part des banques, des donations plus difficiles et encadrées. L'IA dans le domaine de la santé pourrait-elle représenter un risque dans la société et pour certains publics ? On écoute Gaëlle Picard-Abessis, auditrice en intelligence économique et stratégique et membre du conseil d'administration de l'Institut européen des directeurs de la sécurité et de la sûreté. Et oui, l'intelligence artificielle prend en compte ce genre de biais, en fait, qu'il soit culturel, qu'il soit
d'être un homme ou d'une femme, de l'âge. Mais pour moi, je vois plutôt ça de façon assez positive et je pense que ça changera un certain paradigme dans la santé, tant sous le prédictif que sur le suivi au niveau médical. Maintenant, sur la sérénité, je ne suis pas un médecin pour vous répondre sur ce sujet-là et je considère justement qu'à 70 ans, on est encore jeune aujourd'hui. L'intelligence artificielle qui trouve également une place et un intérêt plus important chez la jeune génération. Les parents auraient donc un rôle à jouer afin d'en contrôler son utilisation. Mais avant de jouer ce rôle et d'entamer des discussions avec ses enfants, de nombreuses personnes demandent à trouver un moyen de sensibiliser tous les publics. Gaëlle Picard-Abessis trouve cela essentiel. Ça, j'en suis convaincue. Tous les publics, c'est pour ça que des soirées comme ce soir sont importantes, parce qu'il est nécessaire dans notre société de débattre et que ça soit intergénérationnel. Les institutions et les gouvernements souhaitent accompagner et responsabiliser les populations. Mais que pensent les utilisateurs de l'IA ? Raphaël Dohan, premier adjoint au maire du PEC et auteur de plusieurs livres dont un en lien avec l'IA, nous dévoile l'intérêt de son utilisation. Alors ce que je voulais faire, c'était essayer de créer un livre qui n'aurait pas pu être fait sans ces nouveaux outils que sont les modèles de synthèse de texte ou de synthèse d'image. Et donc de me servir de la capacité de ces modèles d'intelligence artificielle à générer du contenu qui peut être vrai ou faux d'ailleurs, pour en faire un travail créatif et de recombiner tout ça de manière un peu nouvelle, comme un réalisateur de cinéma qui a des bobines de pellicule comme ça à assembler et de le faire, mais à partir d'images et de textes générés par intelligence artificielle. L'IA qui est parfois comparée à l'utilisation de la calculatrice, Raphaël Dohan. Comme pour la calculatrice, où les élèves se disaient à quoi bon apprendre à faire des multiplications et des divisions de tête ou à la main, puisque de toute façon j'ai une calculatrice qui pourra le faire. Et ils avaient raison en un certain sens, puisque dans la vie, personne ne fait de division compliquée à la main. Tout le monde utilise une calculatrice sur son téléphone. Mais ça ne veut pas dire qu'ils avaient raison au moment de l'école, puisque c'est toujours bien d'apprendre à calculer, de savoir comment marche une multiplication, de savoir comment marche une division, parce qu'on apprend aussi à réfléchir, à penser, à manipuler les nombres, et ça c'est quelque chose qui est utile au-delà de la simple capacité à faire une division. Et je pense qu'avec l'IA, ce sera pareil pour beaucoup d'autres tâches. L'IA va-t-elle intervenir simplement en tant qu'aide dans différents domaines ou engranger un remplacement sur certaines tâches humaines ? Raphaël Dohan. Ce sera complètement une aide pour tout le monde d'ailleurs, parce que ça fera gagner du temps. Ça permettra aussi de voir des choses qu'on n'avait pas vues, en fait, d'agir un peu comme un partenaire de réflexion, en quelque sorte. Ça ne nous remplace pas du tout, parce qu'on a toujours notre libre arbitre et notre capacité aussi à vouloir des choses, notre intention, et notre capacité ensuite à les assumer, à partager ce qu'on a voulu dire, ce qu'on a voulu écrire, ce qu'on a voulu créer. Mais c'est effectivement une aide importante. La calculatrice, ça sert à tout le monde en réalité. Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant par rapport au risque que certains agitent de remplacement de plein de métiers, par exemple, par l'intelligence artificielle. En réalité, la calculatrice ou même les tableurs Excel, ça n'a pas remplacé les comptables, par exemple. Alors même que le travail originel de comptable, c'était justement d'accumuler des chiffres et de faire en fait ce que fait un tableur Excel. De nombreux gouvernements cherchent à réguler l'IA pour protéger leurs citoyens des dangers existants. Mais pour Raphaël Dohan, les Français sont déjà en partie protégés, mais le gouvernement devra s'adapter au fil du temps. Je ne pense pas qu'on parte d'une table rase du tout. On a, par exemple, sur la propriété intellectuelle, on a déjà des lois en place pour éviter du plagiat, pour éviter de la contrefaçon. On a aussi des lois sur la protection des données personnelles. Là, de la même manière, on peut se raccrocher à ça également. On a bien sûr des lois sur les arnaques, les escroqueries, tout ça est déjà en réalité prévu par les systèmes juridiques actuels. Donc, je ne pense pas qu'on ait vraiment à inventer de nouveaux cadres juridiques de toutes pièces. On pourra adapter des choses qui existent déjà. Depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022, l'IA inquiète autant qu'elle fascine, mais chaque grande révolution technologique a au début inquiété nos sociétés. Et en prenant l'exemple de l'imprimerie, perçue à l'époque comme une révolution, l'IA suit-elle le même chemin ? Raphaël Dohan. L'histoire dira si c'était aussi important que l'imprimerie ou pas. Ce qui est certain, c'est qu'on aurait, je pense, on subirait beaucoup de dommages si on interdisait d'emblée l'usage de l'intelligence artificielle, un peu de la même manière que l'Empire ottoman, par exemple, avait interdit l'usage de l'imprimerie. Et ça a en fait causé, bien sûr, des retards immenses dans le développement économique, dans le développement intellectuel de l'Empire ottoman. Et il ne faudrait pas qu'on fasse le même genre d'erreur. Je pense qu'il faut laisser les gens saisir de cette technologie, d'essayer de
voir ce qui peut être fait avec. Et une fois seulement qu'on sera à l'aise avec, ou qu'on sera de manière plus certaine la manière dont on peut s'en servir, là il sera question de éventuellement interdire certains usages et en promouvoir d'autres. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.